Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, vous êtes en direct, merci de prendre le rendez-vous de l'information et de la discussion sur Actu Matin, c'est parti pour 2 heures. Et dans l'actualité, le Bénin avance progressivement vers la spécialisation de la justice, une nouvelle juridiction en cours de création comme la Criette pour réprimer les infractions économiques et le terrorisme. Le gouvernement envisage de créer une cour spéciale des affaires foncières. L'autre solution pour barrer la voie à l'insécurité foncière au Bénin, le projet de loi y relatif est transmis à l'Assemblée nationale pour vote. Décision prise hier en Conseil des ministres avec effet immédiat. La presse fait écho du compte rendu à suivre avec nous, la une, la revue de presse et bien évidemment nos échanges ce matin autour du sujet dans le forum de tout à l'heure. Le premier plateau évoque l'épineuse question de la désertification en Afrique, les plans de lutte contre la dégradation des terres et ses conséquences sur la biodiversité et les populations peinent à prendre. Il y a donc cette action des chefs d'État depuis Abidjan pour repenser la lutte. On parle de cette COP 15 dont les travaux ont démarré depuis lundi dernier avec un spécialiste de l'environnement, Clément Coton, directeur général de l'unité de protection de l'environnement, est notre invité ce jeudi. Aussi, une activité à venir. Il s'agit du 5e congrès de l'Union islamique du Bénin. Ce sera à Boïcon, à quelques jours de la fin du mandat de l'actuel bureau de l'instance après la crise. On rappelle le bicéphalisme qui a régné entre-temps, mais une solution a été trouvée, une solution durable. Tout est reparti donc pour de bon. Des précisions sur la particularité du congrès du samedi prochain à Boïcon avec El Hadj Mohamed Bachirou Badamassi. Il est le secrétaire à l'information et à la communication du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin. Prenez ces différents rendez-vous et on démarre avec les précisions sur le temps avant de retrouver Wahab Ali Para dans la une des journaux. Voici la météo. Eh bien, dans la suite de ce programme matinal, comme vous le savez, eh bien, vous aurez le bulletin matinal de l'information. Donc, voici les titres. Le ronflement comme source de discorde en famille, c'est une préoccupation de société que traite pour vous la rédaction de Canal 3 Bénin en ouverture de votre mini-journal. Conjoints, frères et même les parents peuvent se voir indisposés par ce bruit respiratoire qui n'est surtout pas émis à dessein. Ce n'est pas une maladie et certains sont plus disposés que d'autres à ce phénomène biologique, nous dirons Ingrid Day et les spécialistes qu'elle a rencontrés. La loi impose-t-elle une contribution financière de la femme aux charges de ménage? Interrogation à laquelle répond un autre magazine que nous allons vous proposer dans une vingtaine de minutes. La répartition des dépenses familiales étant un objet de querelle récurrente dans les couples ici au Bénin. Eh bien,
bien, tout de suite, les toutes premières informations à la une des parutions du jour. Ce sera avec Waka Valikpara. Waka, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Les parutions nous parlent d'un peu de tout ce matin. Il y a la tournée gouvernementale qui démarre ce jour. Nous apprenons donc les parutions. Ça va se passer un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et le sujet essentiel, précise les quotidiens, c'est notamment la cherté de la vie. Il y a eu également hier mercredi le Conseil des ministres où d'importantes décisions ont été prises. Les parutions les déclinent petit à petit. Et donc, on va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre « Lutte contre les litiges domaniaux dans l'Atlantique, le littoral et l'Ouémé, une cour spéciale des affaires foncières, la démarche qualité du gouvernement ». À lire également dans les colonnes du quotidien Fraternité les appréciations de Xavier Zola, il est expert foncier agréé. Syndicat ou patronat, la relecture des tests de fonctionnement adoptés. Les propos de Noël Chadaré rapportés par Fraternité, nous l'avons réclamé, il faut saluer donc cette décision à sa juste valeur. Et puis Djougou est la capitale de la sous-région de Taekwondo. On parle là de la première édition de l'Open International de la Ligue. L'opinion de pension de retraite et contrôle populaire du Parlement, déphasage entre le peuple et ses représentants. On va maintenant à la une de Soleil Levant, tournée d'information et de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie à Bomey-Calavi et Soava. Nous sommes là dans la 6e circonscription électorale. Accueille le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki et sa délégation aujourd'hui jeudi. Et puis après une tournée vers certains représentants d'institutions de la République, Claudine Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, fait le point de son combat pour la revalorisation du statut de la femme. L'autre vision, tournée d'explication sur la cherté de la vie. Le gouvernement n'est pas dans des dépenses folles, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léand Hungbeji. Et puis, ralliement politique, le prêtre du FA, David Kofi Aza, rejoint Moël Bénin de Jacques Ayadji. Le leader du jour, dialogue social au Bénin, les instances bipartites et tripartites de négociation, renforcer les décrets relatifs à la représentation des 3 confédérations syndicales des travailleurs représentatives et de 2 organisations d'employeurs pris hier en Conseil des ministres. Nous apprend le leader du jour. Le leader du jour qui nous apprend également que Aurélien Aïssou et ses pairs totalisent 9 ans de vie associative au service du développement de la presse béninoise. On parle là des noces de faïence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Quotidien La Boussole, interprétation erronée de la disposition de la Constitution relative à la limitation des mandats des députés. L'honorable Robert Bian met fin à l'intoxication et situe l'opinion. Les dispositions de l'article 80 de la loi fondamentale prennent effet à partir de 2026. Et puis pour mettre fin à l'insécurité foncière au Bénin, il n'y a que le président Patrice Talon a créé, sinon il va créer bientôt une cour spéciale des affaires foncières. Le quotidien du service public La Nation, règlement des litiges domaniaux, une cour spéciale, le chaînon manquant. Et puis explication sur les mesures contre la cherté de la vie, les raisons de la tournée du gouvernement à retrouver à la page 3 du quotidien du service public. Le matinal, cette fois-ci, transport universitaire à Bomey-Calavi, le ras-le-bol des étudiants indexés, le COUS assez rassure. Et puis création imminente de la Cour spéciale des affaires foncières, Talon resserre l'étau autour de la mafia foncière. Quotidien L'Informateur, création de la Cour spéciale des affaires foncières, très belle option du pouvoir. Et puis agence de développement de CMS City, les tests bientôt actualisés.
Info Matin, création de la Cour spéciale des affaires foncières et si Abomey-Calavi abritait le siège, s'interroge le journal. Et puis cherté de la vie et tournée gouvernementale vers un conflit de leadership sur le terrain. C'est une analyse du quotidien Info Matin. Le matin, cette fois-ci, renforcement de l'arsenal de lutte contre la mafia foncière au Bénin. Bientôt, le Bénin doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Le Bénin sous le régime de la rupture des prouesses de la gouvernance talon saluée par les démocrates. Quotidien d'Abaro, Parakou, déversement des eaux usées domestiques sur la voie, un acte sale qui menace la santé des population et puis dysfonctionnement à l'hôpital de zone de Kandi, la négligence des agents de santé fait des morts. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, essentiellement dominé par les mesures prises hier en Conseil des ministres. Et donc, il y a Fraternité qui revient et titre « Lutte contre les litiges domaniaux dans l'Atlantique et le littoral ». Le met également une cour spéciale des affaires foncières, la démarche qualité du gouvernement. Les mafieux fonciers ou domaniaux ont des jours sombres devant eux, écrit ce matin Adrien Tchomakou du quotidien Fraternité, son article à lire en page 3 du journal ce matin, le journal qui publie le compte rendu du Conseil des ministres hier qui a statué donc sur la création de cette cour puisqu'il y a eu transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote de ce projet de loi portant création de la cour spéciale des affaires foncières et les motivations du gouvernement s'expliquent par les lenteurs procédurales, la défiance des justiciables à l'égard des juges et les incertitudes des solutions jurisprudentielles qui sont autant de facteurs aggravant le phénomène auquel s'ajoute souvent la remise en cause de l'autorité des décisions de justice en la matière. L'État veut reprendre en main la gestion foncière, déclare Xavier Zola, lui, les juristes, experts fonciers agréés à propos donc de la création de cette cour. On dira un mot là-dessus au forum de discussion. Ce sera avec vous, Akhabali Para et Herman Anyamboussou qui nous rejoindra entre-temps. Merci donc et à tout à l'heure. À la suite d'Actu Matin avec William Cliquant déjà installé. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dans un instant avec vous, ce sera le mini-journal et moi en ouverture. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B, D, G1, G2 et G3, au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites Bégamin, en face des rails, à Mélentin, à Zogbouroué et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la Clé de la Réussite pour un fort taux de réussite aux examens. C'est le lever du jour sur Cotonou et sur tout le Bénin. Nous espérons que vous êtes bien réveillés. En tout cas, à l'exception de quelques travailleurs dont l'éveil est recommandé pendant la nuit, la plupart des gens viennent d'un sommeil profond ou non. On ouvre ce mini-journal par un magazine de la rédaction sur le ronflement. Il s'agit d'un bruit respiratoire qui a lieu pendant le sommeil et qui, vous le savez très bien, indispose plus d'un. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme? Qu'est-ce qui cause ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter? Nous allons suivre ce reportage de Ingrid. Quand une personne est en train de ronfler à côté de moi, je ne peux pas dormir. C'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil. Et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer. Si d'aucuns se réservent d'en parler aux concernés, au risque de les indisposer, d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir. Le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur. Par exemple, ma maman, si elle travaille beaucoup dans la journée, elle gonfle, mais ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai un sœur. Et j'ai encore un oncle, lui-même là, il fait parce que l'oncle il est gros. Moi je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est une maladie dans le corps.
Je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche. Ça m'indispose. Je suis obligée de le réveiller de temps en temps. Il m'arrive de changer de place des fois. Comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants, cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue. Pour certains, cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité. Le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant. Bien d'idées que renchérit le spécialiste de la question. Le ronflement, en fait, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie. Et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Il y a également la grossesse. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge. Les amygdales palatines qui prennent le volume et qui empêchent le passage de l'air. Le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes. C'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux. Les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même, surtout chez les enfants, ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce qu'ils ronflent, ils ont des apnées du sommeil, ils sont fatigués à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. C'est des enfants qui, au bas âge, ne sont pas du tout concentrés. Et chez les adultes, ça peut favoriser également l'hypertension artérielle. L'entourage est perturbé. Vous imaginez, vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps. C'est difficile de dormir à côté de cette personne. Tout comme bien d'autres maux, le ronflement peut être traité avec de simples techniques, des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave. Alors, le traitement du ronflement, il faut aller traiter la cause. Si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements, donc on a parfois recours à la chirurgie. Alors, si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer, on utilise des techniques orthopédiques, notamment des orthèses. Les orthèses, ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement. Il importe de préciser qu'en perturbant la respiration, le ronflement impacte négativement le cœur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire. Et on reste dans ce registre des questions liées au mieux-être pour aborder celle des soins corporels. Eh bien, beaucoup de personnes n'hésitent pas à utiliser des produits de beauté variés. William Cliquant. La tendance, Christian, dans les gens, est le plus souvent l'utilisation des produits naturels et simples dans les salons de beauté. Et l'un des matériaux tout trouvés, c'est l'argile extraite du lac Aimé. Mode d'utilisation et les différentes vertus avec Assiomo Kanye Assiomo et Jocelyn Bariga. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commun, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici. Ce qui lui draine beaucoup de clientes
qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'agile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. Dans les ménages, cette fois pour parler d'un des plus fréquents sujets de discorde entre époux, c'est bien la répartition des charges financières de la maisonnée. Il n'est pas rare d'entendre des hommes exiger une contribution financière à leur conjointe, au même titre que certaines femmes qui ne sont toujours pas d'accord avec cette décision de leur mari. Une situation qui très vite va faire naître des tensions et qui amène certains à se poser des questions quant à la contribution des charges, à la contribution de la femme aux charges du ménage. Que dit la loi en la matière? La réponse avec Ingrid Day et Henri Ganti. La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la genèse du monde. Bien évidemment, qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et de charges, les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage, c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut nourrir la famille. Il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer. Il y a les vêtements, il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin, les responsabilités conjugales sont souvent dissociées. La femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque. Qu'ils soient importants ou non, il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer. Bien de charges qui pèsent sur les épaules de ce dernier et qui amènent certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. Ce n'est pas une obligation, mais puisque la femme et l'homme forment un, ils doivent s'aider dans cet amour-là. Si la femme a quelque chose, elle apporte et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir aux charges du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Et le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. L'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu, de Jésus-Christ, et la femme aussi regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ. Les deux sont déjà un. Et si la femme n'a même rien, le mari prend tout en charge. Ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter. Elle est en train de faire économie. Donne-moi. Non. Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme, il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les liens du ménage et le mettre à l'abri du besoin. Elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile. La femme doit travailler, l'homme aussi doit travailler et ensemble, on avance. Si quelque chose arrive à l'homme, la femme doit savoir que les charges, tout lui revient. Sur ce sujet, les opinions sont divergentes, les unes aussi intéressantes que les autres. Mais que dit la loi en la matière? Quand vous prenez le Code des personnes de la famille, en cette disposition, l'article 155, il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 159, il est stipulé que nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer. Les deux époux participent aux charges du ménage au prorata de leurs revenus. Mais lorsque la femme ne fait rien du tout, elle est ménagère, elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison. S'occuper de la maison, balayer, s'occuper de son mari, faire à manger aux enfants. Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage.
sont concernés par cette prescription de la loi, les couples légalement mariés ou les familles de fait. Quant aux familles monoparentales, on parlera d'obligation alimentaire. Si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer, qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères? Voilà une question à laquelle vous faites sûrement votre idée de réponse. Vie des conducteurs de taxi moto pour boucler ce mini-journal. Dans leur rang, il y en a qui viennent des localités situées à une centaine de kilomètres de la ville de Cotonou pour exercer ce métier. S'il vous arrive de faire un tour de ville à une certaine heure de la nuit, vous verrez plusieurs d'entre eux dormir sur leurs engins après une journée bien remplie. Une situation qui ne manque pas d'exposer à des risques. Alors, comment peut-on expliquer une pratique comme celle-là dans une métropole comme Cotonou? Je vous propose de suivre ce reportage enquête signé Idriss Boukari et Deron Pévi. 1h du matin à Cotonou, le grand monde qui grouille dans la journée au niveau des grands carrefours de la ville a fait place au désert et au calme. Calme enveloppé par la fraîcheur qui marque la fin de la journée et annonce la levée du soleil du jour suivant. Un peu plus loin, sur les places publiques comme l'Étoile Rouge, la place Lénine, sous l'échangeur de Godomé, de Weiho, au niveau des stations, devant les boutiques, au stade général Mathieu Kérékou et autres, on découvre des conducteurs de taxi-moto plongés dans un profond sommeil à la belle étoile, comme si ils étaient dans leur lit, isolés ou en groupe et protégés à leur manière. Tous les moyens sont bons pour trouver le sommeil. Pour certains, il n'y a pas d'autre choix. Je ne suis qu'à la recherche du pain quotidien. Ma localité est enclavée. Je n'y fais pas assez de recettes comme en ville, ce qui justifie notre présence ici en grand nombre. À pareille heure, la ville est calme et nous sommes nous aussi au repos. À l'aube, nous allons nous réveiller et ceux qui doivent poursuivre le travail continueront. Mais qui sont en réalité ces conducteurs de taxi-moto? D'où proviennent-ils? Et pourquoi sont-ils obligés de passer les nuits hors de leur chambre à Cotonou et loin de leur famille? Des réponses à ces questions nous éclairent. Achille et les autres viennent des communes environnantes de Cotonou. On cite entre autres Kana, Zakota, Agbenzo, Djidja dans le Zou, Alada, Ouida, Tofo, Kwamassé dans l'Atlantique et certaines régions du Mono. Après une intense journée de travail, impossible pour eux de regagner leur domicile respectif. Il faut alors dormir sur sa moto malgré les multiples risques auxquels on est exposé. Mais ils en ont bien conscience. Qui parle de nuit parle de risque. On rencontre des malfrats, comme on se fait aussi escroquer par des clients indélicats qui nous mettent en attente. Et c'est sans oublier les patrouilles policières. Nous nous sentons en sécurité ici, vu la proximité de ce lieu avec la banque où des forces de l'ordre sont présentes. Nous ne sommes pas des noctambules à craindre. Notre seul objectif, c'est pouvoir joindre les deux bouts. Ce qui me soulage moi en plus, c'est la baisse de l'insécurité grâce à l'état actuel des voies, l'éclairage public et la police qui veille au gras. Cette scène est par ailleurs la manifestation des conséquences de l'exode rural. Des jeunes qui fuient la précarité de leur localité pour retrouver Cotonou, la capitale économique, où tout bouge. Cette pratique a été toujours combattue par l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou. Entre-temps, on aurait appris que les bandits les ont attaqués en versant dans leur bouche ou sur leurs lèvres les super-glus qu'ils ont collés. Et ils ne peuvent plus ouvrir au réveil quand on les a projetés. Pour leur arracher la moto, ils ne peuvent plus ouvrir la bouche pour dire olé. Donc ces phénomènes-là nous ont été rapportés. Nous avons dit, mais c'est grave ce que vous faites. Au moins, même si vous n'avez pas là où dormir ici, regroupez-vous en association ou en un groupe de 10 ou de 15 et vous allez louer une chambre où vous allez vous cotiser chaque mois et payer. Là, vous pouvez dormir bien, vous levez le matin, vous lavez bien et vous allez vous mettre au travail. Le mal est là et il faut agir. Selon l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, pour mettre fin à cette pratique, les autorités doivent prendre leurs responsabilités, à commencer par la municipalité. La solution revient à l'autorité municipale qui doit prendre
les taureaux par les cornes, en interdisant aux gens de dormir dans les belles étoiles. Nous allons, au niveau du syndicat et de ma confédération syndicale, continuer la sensibilisation, organiser des séminaires, des formations pour qu'ils puissent appréhender le bien fondé du système qui consiste, après le travail, il faut aller dormir chez soi. Déjà en 2017, à travers ce communiqué, l'ancien préfet du littoral avait manifesté sa détermination à arrêter ce phénomène. Selon le document signé par Modeste Oboula, le fait que ces conducteurs de taxi-moto dorment sur les places publiques laisse présager d'un climat d'insécurité et de grand banditisme en milieu urbain. La lutte n'a pas encore porté ses fruits et l'actuel préfet est appelé à marcher dans les pas de son prédécesseur Modeste Oboula. Les émigrants dans la nuit, enquête de Idrissou Boukari, une enquête avec laquelle nous achevons le mini-journal de ce matin. Christian, nous vous disons bien merci. William Cliquant, très bonne journée du jeudi. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Actu Matin se poursuit dans un petit instant. Vous aurez les informations sportives avec Ali Moumouni. Dans la suite également, Clément Akadé nous rejoindra pour la page écho de ce jeudi. Les informations sur les marchés qui vont s'animer sur l'étendue du territoire national. On évoluera par la suite avec le forum de discussion en plateau. Herman Anyamboussou, nous aurons Wahab Ali Ouara, Assirou Gagna Siongmon et notre invité Clément Cotan qui lui est directeur général de l'unité de protection de l'environnement. On parlera ce matin de la désertification en Afrique. Quels sont les facteurs essentiels de la dégradation des terres et quelles solutions efficaces pour la riposte justement du côté d'Abidjan. Il se tient depuis lundi dernier les travaux de la COP 15 pour essayer de changer les pratiques agricoles pour en effet réduire la désertification. On reviendra sur tout ceci. Merci de prendre ce rendez-vous. Oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans. C'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Ce matin, on reste au Bénin, on parlera de taekwondo dans la suite avec cette renaissance qui est annoncée, la renaissance du taekwondo béninois et c'est la ville de Djougou qui donne le signal à travers ce grand événement, la première édition de l'Open International de la Ligue. On va en parler dans un instant avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Le football pour commencer sur nos aires de jeu, la Ligue Pro, Super Ligue Pro.
Oui, il a démarré, c'était donc hier la 14e journée de la Super League Pro, comptant donc pour la deuxième journée, si on peut le dire de cette façon, des phases retour de cette compétition de l'élite. Hier donc les Buffles étaient en déplacement sur Cotonou 2 pour affronter Adjidja, le club des forces armées béninoises, et les Buffles ont pu arriver à bout de leur adversaire. C'était donc après 64 minutes de jeu, Christian. Vous le voyez sur cette action, c'était une très belle action qui a quitté donc la moitié de terrain de l'adversaire des Buffles, bien sûr, et puis qui termine grâce à Opala, qui permet donc aux Buffles de marquer ce but et d'engranger, je dirais, 3 points très précieux pour cette manche retour de la compétition, 1-0 donc à l'arrivée pour les Buffles du Borougou qui enregistrent leur toute première victoire pour cette phase de retour après le match nul 0 partout face à l'Autopopo lors de la 13e journée. Les autres résultats se présentent comme suit. On a Ayema et l'Auto FC qui sont séparés 2-2, score à l'arrivée, 2 buts partout. C'était donc à Pobé hier pour cette 14e journée de la Super League professionnelle du Bénin. Jefa FC s'est imposé à son adversaire Dadje FC 1-0 à l'arrivée. Et puis du côté de Ouida, c'est Coton qui s'impose également à Panthère FC de Djougou, difficilement les Panthères qui enregistrent une deuxième défaite d'affilée pour ces manches retour de la Super League professionnelle du Bénin. Les autres rencontres également, il y a US Cavalier, l'Union sportive des Cavaliers de Niki qui s'est incliné à domicile face à Éternel Omnisport 1-2. À l'arrivée, l'association sportive de la Vallée de l'Ouémé s'est imposée à Dynamo d'Abomey 1-0 à domicile. Et pour finir, carton plein bien sûr de Espoir FC de Savalo 3-0 face à la jeunesse sportive de Pobé. Christian, la suite, c'est donc cet après-midi une seule rencontre au programme, l'association sportive de Cotonou qui sera donc contre BKFC, rencontre prévue pour se disputer à partir de 16h. Rendez-vous donc est pris ce jeudi du côté du stade René Pleven de Cotonou. Christian. On fait un tour du côté du Niger rapidement pour parler de ces différentes affiches. Comme temps pour le tournoi qualificatif de UFOAB pour la CAN Junior 2023 qui aura lieu bien sûr du côté de l'Égypte. Hier dans le groupe B, donc le Nigeria pour la deuxième sortie de cette équipe était face au Burkina Faso. Le Nigeria qui menait donc 1-0 à la première mi-temps s'est fait rattraper, mais à l'arrivée les deux équipes se séparent 2-2 sur le score de 2 buts partout. Le Burkina Faso qui pour sa première sortie enregistre donc un petit point et donc occupe désormais la deuxième place devant le Ghana qui comme toujours 0 point après une défaite face au Nigeria 2-0 à l'entame. Le Nigeria donc premier de ce groupe avec 4 points. La suite c'est aujourd'hui pour la 3e journée. Le Niger, pays hôte, aura pour adversaire le Togo pour sa 3e sortie. On est au niveau du groupe groupe A, et puis de l'autre côté ce serait les Béninois, les Écureuils qui auront pour adversaire la Côte d'Ivoire. Rencontre donc prévue pour se disputer à partir de 16h45 au niveau du stade Kounché et puis du stade municipal de Niamey. Christian. C'est tout pour ce qui concerne le football ce matin, Christian. D'accord, et on va parler maintenant avec vous du taekwondo. Il faut préciser que du 13 au 15 mai prochain, c'est-à-dire à partir de demain, Djougou sera la capitale sous-régionale de cette discipline sportive. Ali Moumouli, il y aura le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Bénin, le Togo, qui seront représentés par leurs athlètes. Au total, 300 athlètes des différentes catégories, minimes, cadets, juniors et seniors, hommes et dames, seront représentés à Djougou. Oui, je dirais que c'est une très belle opportunité d'abord, non seulement pour la Fédération béninoise de football de se faire connaître la Fédération béninoise de taekwondo de se faire connaître à l'international, mais aussi pour la ville de Djougou de se mettre, je dirais, d'une manière ou d'une autre sous le projecteur. Et bien sûr, c'est un très grand travail qu'a abattu donc la Ligue régionale Atakora à Donga et en collaboration bien sûr avec la Fédération béninoise pour permettre donc à la commune de Djougou d'accueillir cette grande compétition, l'Open de la Ligue du taekwondo. Et Christian, ma foi, ce serait une très belle compétition puisque on dit souvent avec les pays qui viennent d'autres de la sous-région, et si on tient compte également des potentialités dont dispose le Bénin, puisqu'on sait que le Bénin s'est plusieurs fois représenté dans la discipline aux Jeux Olympiques. Donc je crois que c'est une très belle initiative et ça permettra également aux athlètes béninois de jauger
aux dirigeants, si je peux le dire ainsi, les techniciens de jauger davantage le nouveau de leur poulain pour les prochaines échéances, je dirais, continentales, internationales et pourquoi pas pour les Jeux olympiques à venir. Voilà, 3 jours de grande compétition. Rappelons que les athlètes et tous les athlètes et toutes les délégations sont attendus dans la ville de Djougou pour ce jeudi 12 mai 2022 et la compétition se déroulera au centre orphelinat à Nadiahe de Djougou et tout cela sous l'égide du docteur Victorien Koublenou. Merci beaucoup, merci à vous Ali Moumouni, merci d'être passé en plateau ce matin. On va vous retrouver demain. Oui. Avec les affiches du week-end. Avec les affiches du week-end. Rendez-vous pris. Allez, le programme de ce matin, la suite. On parlera de l'Union islamique du Bénin. La fêtière sera en congrès de Renaissance et ce sera samedi 14 mai prochain du côté de Boycon. Quelle sera la particularité de ce 5e congrès? Dans la suite de ce programme matinal, eh bien, vous aurez les précisions de El Hadji Mohamed Balamassi, il est secrétaire à l'information et à la communication du Bureau national de l'Union islamique du Bénin. Le forum de discussion se penchera sur la désertification en Afrique. On parlera des causes et des conséquences sur l'environnement. Clément Cotan, directeur général de l'unité de protection de l'environnement, est l'invité du forum de discussion. Et puis un autre sujet que nous aborderons en pêle-mêle avec les débatteurs ce matin, c'est bien sûr la création de cette cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Il faut reconnaître que un projet de loi est transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement pour examen et vote. Qu'est-ce que cela viendra changer chez nous au Bénin, le Bénin qu'on connaît, avec les difficultés, des problèmes fonciers, des problèmes domaniaux. Question que nous poserons aux débatteurs en plateau ce matin. Vous suivrez leur réaction. La pause pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyés par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A,
B, D, G1, G2 et G3 au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites. Bégamin, en face des rails, à Mélentin, à Zogbourouet et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la clé de la réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. La découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans. C'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, le tout premier invité, on va parler de l'Union islamique du Bénin dans sa course de renaissance avec notre invité El Hadj Mohamed Guadamassi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes secrétaire à l'information et à la communication du Bureau national de l'Union islamique du Bénin. Herman Parfait Niambossou, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Alors, El Hadj, dites-nous, à l'Union islamique du Bénin, on sait qu'il y a une crise qui a secoué fortement la fêtière. Aujourd'hui, devrait-on dire que tout est totalement et finalement rentré dans l'ordre? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous remercie sincèrement. Ça, c'est une vérité pure, qu'il y a une crise que tout le monde connaît. Et je dois commencer par saluer
le leadership du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a vraiment mis la touche qu'il faut pour ramener tout le monde à la case de départ, silence plat, maison unie. Et a intimé l'organisation du 4e congrès de Parakou. Et qui est un congrès de transition, mandature de transition. Et c'est pourquoi on a fait 3 ans. Et nous allons maintenant au 5e congrès ordinaire qui serait pour 5 ans. L'autre mandature était de transition. Et on n'a fait que des réformes. Voilà donc pourquoi il faut remercier le président Talon. C'est grâce à lui que tout est rentré en ordre. Et aujourd'hui, on peut remercier Dieu que dans la maison, tout se passe bien. Dans la maison, tout se passe bien et vous allez vous retrouver à Boycon le 14 prochain, en congrès ordinaire, pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, le mandat de transition, ça a servi à faire quoi? Ça a servi à faire rien que des réformes. Nous avons ces réformes? Des réformes institutionnelles et d'autres réformes. Institutionnelles, l'UIB s'est doté de 3 organes. Le bureau exécutif national, qui est le bras opérationnel, qui exécute, qui a un plan de travail triennal et qui exécute son plan. Le Conseil supérieur de l'islam au Bénin, qui est le bras de contrôle. Et l'OCA, qui est l'organe de conciliation et d'arbitrage. Quand ça ne va pas bien entre les 2 premiers organes, c'est le 3e qui vient arbitrer comme la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons fait ces réformes institutionnelles. Et il y a eu plusieurs autres réformes que le BEN a instituées, à savoir sur ce que le chef d'État nous a dit, consolider les bases pour une unité forte. Et nous avons installé à 80% les démembrements de l'Union islamique du Bénin, c'est-à-dire les bureaux départementaux, les bureaux communaux et les bureaux d'arrondissement. Ensuite, on a doté l'Union d'une instauration de cotisation mensuelle sur toute l'étendue du territoire et à tous les niveaux. Les grandes mosquées, les petites mosquées, les organes, les personnes ressources, les fondations, les associations, on les a tous associés parce que nous voulons compter sur nos propres forces pour faire une mobilisation assez forte afin de pouvoir réaliser l'enjeu qui est le développement de la communauté musulmane pour pouvoir éviter que les éléments que vous connaissez ne prennent en otage nos éléments en leur donnant de petites miettes pour les amener à de sales besoins. Voilà pourquoi nous avons dit on doit mobiliser les fonds. Et la différence de ce congrès, c'est qu'on a associé beaucoup de fondations qui doivent vraiment nous appuyer, parce que le thème du 5e congrès, c'est enjeux et défis associés à la mobilisation des fonds. Donc, si nous n'avons pas de forces pour associer, pour trouver les mobilisations de fonds, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Alors, vous avez d'importants objectifs à atteindre, ce qui explique d'ailleurs tout ce mécanisme que vous avez décrit tout à l'heure. Mais vous avez dit que l'installation des différents démembrements sur l'étendue du territoire national est à 80%. Qu'est-ce qui explique que jusqu'avant, c'est-à-dire à 2 jours du congrès, que tout ne soit pas totalement installé? Est-ce que vous faites référence à la situation qui est intervenue à Parakou la dernière fois? Oui, je crois que j'ai 12 départements, 11 ont été installés sans problème. C'est seulement à Parakou que nous avons fait l'installation et qui croche un peu. Et nous sommes déçus pour pouvoir apaiser les tensions. Au niveau aussi des communaux et des arrondissements, faute de moyens, on n'est pas arrivé totalement à installer. Voilà pourquoi on vous dit qu'à 80-82%, on a déjà fait ce qu'il faut. Actuellement, maintenant, nous sommes en train de rechercher les mobilisations. Parce que l'autre objectif qu'on nous a assigné, c'est de doter la communauté musulmane d'un siège digne. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà finalisé le plan architectural. Il ne reste que vendre ce plan pour que nous puissions trouver les moyens adéquats pour pouvoir construire. Parce qu'actuellement, nous n'utilisons que les bureaux d'une ONG internationale, l'Association mondiale pour l'appel à l'islam. Donc nous voulons aussi nous-mêmes notre siège, notre propre siège pour la communauté musulmane. Quand vous allez passer, vous allez dire ça, c'est digne de la communauté musulmane parce que nous avons les moyens. Mais il faut pouvoir les mobiliser. Il faut pouvoir amener tout le monde à savoir qu'est-ce que l'Union islamique, qui est la fêtière de toute la communauté musulmane du Bénin. La seule. C'est important. Actuellement, nous avons aussi installé plusieurs commissions spécialisées qui sont en train de faire le travail. On a recensé toutes les mosquées au niveau du Bénin. On a recensé les cimetières, on n'a pas encore fini pour ça là. Les cimetières musulmans. Oui. Les écoles coraniques. Tout ça là, on est en train de pouvoir inventorier pour savoir
comment intervenir. Et après cela, nous avons, par exemple, institué pour le mérite, l'ordre du mérite des musulmans du Bénin. Et ça, c'est la touche particulière du président sortant, qui finit dans quelques jours, parce que le mandat de ce bureau finit le 19. Mais pour ne pas tomber dans ce qu'on a reproché à l'ancien bureau, anticipé alors. On a dit 5 jours avant, nous devons faire le congrès pour rester dans l'honneur. Ça évite le vide juridique en fait. Oui, le vide juridique. Donc, l'ordre du mérite des musulmans a été décerné pour la première fois au Bénin le samedi passé au patriarche Karim Da Silva pour service rendu à l'islam, parce que l'homme a fait beaucoup pour l'islam. Et c'est ça que nous avons fait. Et au niveau de le congrès maintenant, on pourra instituer l'ordre et on pourra continuer avec tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont aidé pour la consolidation de la fraternité islamique, tous ceux qui ont aidé pour le développement de l'islam dans tous les contrées, les associations, les ONG, les fondations. On pourra les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, les célébrer. Et enfin, il faut vous dire que le 5e congrès, son enjeu, c'est enjeu et défis associés à la mobilisation des fonds. Mobilisation des fonds parce que nous voulons faire un travail de qualité. Et l'autre objectif, c'est les plans que nous devons projeter pour les 5 ans. Le congrès a pour rôle d'évaluer les institutions que nous avons mis. Les 3 organes. Les 3 organes. Le BEN, le CSIB, qui est le Conseil supérieur de l'islam et du Bénin, et l'OCA, organe de conciliation et d'arbitrage. Il faut évaluer ces organes pour voir et régler. Parce que vous savez, c'est inhérent à la vie humaine. Il y a toujours d'autres qui veulent empiéter sur les rôles des autres. Et on doit ramener chacun à la case pour dire voilà tes limites, pour que nous puissions toujours fonctionner et honorer le chef de l'État qui nous a imprimé l'ordre de tout faire pour l'unité d'une communauté musulmane forte. On vous parlait véritablement d'un réveil à venir à partir de ce congrès. Voilà pourquoi nous avons commencé par remercier spécialement le chef de l'État, le président Passy Talon, pour tout ce qu'il nous a fait. Que Dieu l'assiste, que Dieu le fortifie en santé et que Dieu le guide. Et ensuite, nous remercions toute la communauté musulmane du Bénin pour vraiment leur participation à nos côtés, parce qu'on a été confortés par la communauté musulmane qui nous encourage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes des spécialistes d'investigation. Quand nous avons institué la cotisation mensuelle sur tout le territoire, ça a créé un peu de remous partout. Les gens ont mis tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, mais avec la patience et la dextérité dont le président actuel qui est en train de finir a mis sa personnalité, on a pu ramener tout le monde. Et au congrès, on pourra sensibiliser plus sur les enjeux de cette cotisation. Beaucoup ont déjà commencé, mais il y en a qui traînent les pas qu'on va ramener sur le terrain pendant ce congrès de Boycon qui se tiendra le 14 prochain. Ça dit que le congrès ne va se tenir qu'en une journée, ou bien ça va s'étendre sur plusieurs jours. C'est en une journée. Et quel est le programme alors? Si c'est une journée, est-ce que vous pensez qu'une journée suffira pour parler des enjeux, défis, la mobilisation des fonds? C'est pourquoi nous avions demandé à tous les congressistes du Nord, ils descendent le vendredi. Nous profitons pour leur dire, ils sont déjà inscrits, on a déjà les taux de participation à 90%. Donc on attend les quelques qui traînent les pas, mais nous avons demandé à tous les congrès du Nord de descendre à Boycon, à la mosquée centrale. Et là, tout est déjà fait prêt. C'est avec le commissaire central de Boycon, avec la police, que nous avons vérifié tous les emplacements où les gens vont, on va les héberger. Pour la sécurité, on a fait ça le lundi passé et tout est fait prêt pour que le congrès se passe bien. Pour le déroulement du jour, vous savez, c'est un truc où il y aura la cérémonie d'ouverture entre 10h et 11h. Et après ça, on commence les travaux. Et les travaux, c'est de pouvoir voir les bilans des différents organes, débattre de ces bilans. Et comme c'est un congrès où nous avons essayé des statuts, des règlements, des documents pour 3 ans, vous savez, on ne pourrait pas aller dans des toilettages sûrs. Mais il y a des points techniques qu'on a vus qui n'ont pas, il faut toucher. Et après ça, il faut aller vraiment à... Ça veut dire que la journée sera assez serrée. Assez serrée. Il faut aller... oui. Parce que ça va tenir dans le temps aussi. Oui, ce qui nous avantage, c'est que l'Union islamique a instauré une présidence tournante. Donc le président est connu d'avance. Ah non, il est déjà connu. Il n'y a pas de bataille
de grande envergure là. C'est nous, les membres du bureau, que les gens vont renouveler, vont changer ou bien mettre selon le travail que tu as fait. Mais le président connaît d'avance. Donc le principe est acquis comme ça. Acquis, pour sur 6 mandats. Sur 6 mandats, chaque président, c'est après 5 ans, qui a le tour. Par exemple, c'est le président, c'est le membre de Boycon, qui est le premier vice-président, qui prend la présidence. Après lui, les membres de Djougou, ainsi de suite. Donc tout est déjà établi. Il n'y aura pas de guerre, de trucs, de leadership. Non. Pour 6 mandatures, on a déjà programmé ça. Et c'est rotatif. D'accord. Alors, ça n'a pas été de tout repos pour les membres du mandat de transition à travers ce que vous avez décrit là tout à l'heure. Et après tout, on a dit que seul le président qui n'est pas élu est le meilleur. Quand vous êtes élu, vous vous rendez compte des problèmes que vous ne connaissez pas auparavant avant de venir. Vous allez toujours au football. Les meilleurs joueurs sont ceux qui sont à la touche. C'est clair. Mais on a senti que vraiment, on critiquait le bureau sortant, mais on a transpiré. Et c'est la transpiration qui les a amenés à la crise. Donc, on a tiré chapeau à ceux-là. Et c'est ça qui a fait qu'on a décoré le patriarche pour service rendu. On a su que ce qu'on disait là, ce n'était pas totalement sûr. Il fallait être à l'œuvre pour comprendre que les gens ont fait un travail. Mais l'autre défi également, c'est de parvenir à installer tous les organes. Vous avez dit que c'est installé à 80%. C'est le bureau entrant qui continue. Est-ce qu'il y a au fond des critères qui vous permettent de savoir que telle personne doit figurer dans l'organe que vous voulez installer, de sorte à éviter les frustrations, un peu comme le cas à Parakou, comme vous l'avez dit tantôt? Non, le cas Parakou, c'est un vieux cas. Le cas de Parakou, ça dépasse 25 ans. Et on arrive, quand un bureau vient, il fait l'effort de le réconcilier, mais ça ne prend pas. Il fait l'effort ça ne prend pas. C'est le problème des intérêts. Quand il y a des intérêts en jeu, c'est difficile. C'est pourquoi je fais la question. Est-ce qu'il y a au fond des critères pour les tests sont clairs. Telle personne, de sorte que même quand il y a antagonisme, que l'union puisse dire attention, c'est tel qui obéit à tel critère, donc on l'installe. Les tests sont clairs. Et c'est ça qui a fait que nous avons installé. Mais quand les gens se sont plaints à l'organe de conciliation et d'arbitrage, ils ont demandé qu'on puisse revoir certaines choses, qu'il y ait des touches pour qu'on puisse apaiser. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est la consolidation de la base. Tout à fait. On ne veut pas forcer, c'est la consolidation. Il faut ramener les protagonistes, comme on nous a ramené nous-mêmes de nos crises. Il faut pouvoir les ramener pour qu'ils sachent qu'ils sont des frères. Et il n'y a aucun intérêt à se livrer la guerre sur le terrain. D'accord. Donc, vous étiez en train de nous montrer un peu, de nous présenter le déroulement du programme du samedi. Donc, et nous avons dit par exemple que si ceux du Nord viennent le vendredi soir, nous sommes à Boycon dès demain pour les accueillir à la mosquée centrale de Boycon. Ceux des environs vont descendre samedi et nous allons aussi les accueillir à l'hôtel des Princes, là où se déroulera le congrès. Et là, comme vous le savez, tout est prêt, les documents sont prêts, tout ça là. Dès qu'on leur donne tout ça là, chacun vérifie. Les organes présentent leur rapport et le secrétaire général présente son bilan d'activité. Le trésorier présente le bilan financier avec un débat. Puisque tout ça là, on a déjà envoyé un peu partout. Et maintenant, on pourra aller à la délibération et voir au niveau des organes comment il faut remoduler les bureaux. Et ce serait pratiquement à la fin qu'on va sortir les résolutions. Combien de participants attendus? 400. Wow. 400. Wow. Et ça peut même dépasser légèrement. Ça peut aller à 425. Wow. Est-ce que vous pensez que Boycon a ce qu'il faut pour accueillir 400 personnes? Oui, j'étais sidéré quand j'étais parti à l'hôtel des Princes. D'accord. L'hôtel des Princes, ils ont une salle de conférence qui peut contenir 600 à 700 personnes. Ah oui. Et nous avons mis les moyens pour pouvoir retenir là. On pouvait faire ça même à la mosquée, mais on a vu qu'avec le nombre, ça ne pourrait pas tenir. Et avec ce que vous connaissez d'habitude, des zones qu'on appelle zongo d'habitude, il y a un peu de mouvement. Il ne faut pas qu'on soit perturbé. Nous avons plutôt cherché un cadre calme, apaisant, où les gens peuvent faire un travail de... D'accord. À la fin des travaux, le bureau de l'UIB, pour les 5 ans à venir, sera connu. L'installation, ça se fera quand? Le 19, là, la fin du mandat des autres? Non. Oui. Et le président entrant avec le nouveau bureau pourrait s'entendre sur la date d'installation parce qu'il faut inviter les présidents de la sous-région, des communautés musulmanes, puisque c'est comme ça on invite les nôtres aussi. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo,
le Burkina Faso, tous les présidents des institutions musulmanes qui sont là, il faut les inviter. Donc, mais c'est quelque chose qui ne va pas prendre du temps, pas au plus maximum 2 semaines. Je crois que ça va tenir si le président élu est vraiment, parce qu'on a discuté avec lui lundi, je crois qu'il est favorable pour un truc de 2 semaines après l'installation, après le congrès, pour pouvoir aller à l'installation. Voilà, merci alors, merci beaucoup. Un dernier message à l'endroit de toute la communauté et surtout des délégués qui seront à ce congrès c'est samedi. Surtout les délégués, nous leur demandons vraiment d'être à l'heure, ceux du Nord le vendredi soir et ceux des environs le samedi matin, pour que à 9h30 tout se met en place pour une ouverture du congrès pour 10h. Et comme vous le savez, le chef d'État dit toujours que il a son œil sur cette communauté et son représentant spécial, c'est le ministre d'État, le coordonnateur des actions gouvernementales, le ministre Abdoulaye Biachane. C'est lui qui a lancé les hostilités à Parakou. Et je suis sûr que s'il est sur le territoire, parce que nous avons déjà sollicité sa participation pour qu'il puisse venir ouvrir encore les séances. Et je profite pour demander à toutes les bonnes volontés, à toutes les fondations qui veulent nous appuyer, de vraiment nous appuyer parce que ça coûte. Ce congrès, ça coûte. Et nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. En tout cas, vous avez parlé de mobilisation de ressources. Voilà. Dieu, Allah, le miséricordieux, il fera le nécessaire. Puisqu'il nous aide, puisque Allah le miséricordieux nous aide et vous aide aussi dans votre plateau vraiment qui est assez magnifique. Merci. Que Dieu vous accorde aussi la grâce parce que vous faites partie de ceux qui mobilisent les gens pour nous à travers cette émission pour que tout le monde puisse faire choses. Nous saluons une fois encore passant le chef de l'État et il est attendu pour tout ce qu'il peut nous faire. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, El Hadj Mohamed Gbanabassi. Bachir, voilà. Cher confrère. Vous êtes secrétaire à l'information et à la communication du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin. merci d'être passé. À moi de vous remercier. Oui. Vous restez avec nous, Herman. On va accueillir Clément Cotan, directeur général de l'unité de protection de l'environnement, Wahab Ali Para et Assif Monkanya Sionbon, pour parler ce matin de la désertification. Plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Et bien, retour en plateau pour le forum de discussion avec le premier sujet en débat. On va parler de la désertification qui touche le continent africain, plusieurs pays africains. Le Bénin n'est pas épargné. Et du côté d'Abidjan, il se tient depuis lundi les travaux de la COP 15 sur la désertification. On aura en plateau notre expert en environnement pour aborder la question, le sujet avec nous. Il n'est pas encore là. Il va nous rejoindre. Entre-temps, les débatteurs nous ont rejoints. Bonjour à vous, Assiomo Kanya-Siongon. Bienvenue. Bonjour Christian, merci. Merci d'être Bonjour, là. chers téléspectateurs. Oui. Alors, c'est un sujet d'actualité. Je le disais tantôt à Abidjan, les chefs d'État sont réunis. Pour ceux-là qui ont réussi à faire le déplacement, d'autres suivent les travaux par visioconférence. Alors, la COP 15 sur la désertification et la dégradation des terres, c'est-à-dire que le sujet est véritablement préoccupant. Assiomo Kanya Siongon, au point où on consacre des COP pour cela. Voilà, c'est un sujet très important en ce sens que ça ne concerne pas que l'Afrique, puisque ça concerne, disons, tous les pays du monde. Et lorsqu'on parle de désertification, c'est qu'il y a déforestation. Et lorsque des chefs d'État se réunissent et que leurs homologues européens s'y joignent, comme le président français Emmanuel Macron, qui va suivre la conférence par vidéo, visioconférence, et puis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen également, qui va suivre cette conférence à distance. On comprend l'importance de cette rencontre d'Abidjan que le président ivoirien Alassane Ouattara va diriger. Et ça va porter sur la bande sahélienne en Afrique, qui s'étend, disons, sur les autres continents aussi, parce que quand on parle de désertification, quand on parle de désert, ça ne se retrouve pas qu'en Afrique, mais également sur d'autres continents, où on peut avoir la Chine et l'Australie qui sont aussi touchés par ce phénomène de désertification. Alors, des facteurs principaux qui conduisent à ce constat, je dirais, écœurant dont nous parlons ce matin, c'est bien sûr Emmanuel Boussou, l'effet de l'homme sur l'environnement. Oui, c'est l'homme qui contribue à dégrader cet environnement qui est pourtant vital pour la survie humaine. Et donc, c'est normal que des hommes se retrouvent. Mais je pense que, comme il l'a dit, il faut aller au-delà des COP qu'on organise, de ces conférences qu'on organise, et qui à la fin accouchent de très belles décisions, de grandes décisions, pour après ne pas s'appliquer. Je pense que, pour moi, chaque rencontre de COP doit être l'occasion de faire le bilan de ce qui a été fait à la rencontre précédente, et donc jusqu'à celle-ci, pour pouvoir tirer les conclusions et au besoin même sanctionner. Parce que quand on parle de désertification, l'avancée du désert, lié au fait qu'on exploite les forêts, on exploite tout ce qu'il y a comme ressources naturelles à des fins économiques. Pourquoi est-ce qu'on laisse les choses se faire? Le Bénin n'est pas un pays forestier. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, je ne sais pas si ça a diminué maintenant, sinon chaque jour c'était des containers de bois qui quittaient le Bénin pour être exportés vers d'autres pays. Le Gabon, qui est connu pour cette richesse-là aujourd'hui, le Gabon aussi est en train de freiner un peu l'exportation de ces bois-là. Donc je pense que c'est tout ce que le gouvernement peut mettre en place comme loi
comme test réglementaire pour pouvoir freiner un peu cette ardeur dévastatrice des agents économiques. Je pense que c'est de tout ça qu'il faut parler. Et il faut qu'on aille vraiment à de grandes résolutions, que les États s'engagent à mettre en œuvre. Sinon, cet environnement, on en souffre tous. Pas parce que nous y avons contribué, mais parce que des agents économiques ont voulu que ça devienne ce que ça est aujourd'hui. On parle de comment dit-on, de la couche d'ozone qui se dégrade et tout. Oui. Tout ça là, c'est lié au fait de l'homme. L'homme qui agit, je dirais, négativement sur son environnement pour des faits économiques et les conséquences, c'est toujours l'homme qui les subit et c'est toujours l'homme qui crie au réchauffement climatique, à l'absence d'eau, à ci, à ça. Alors, on parlait justement de ces travaux des chefs d'État et de gouvernement du côté d'Abidjan depuis lundi dernier, Wahab Ali Bara. Une véritable solution aux problèmes posés, alors que de ces COP, de ces genres de réunions, il y en a eu assez. Oui, il faut espérer que cette fois-ci soit la bonne. La question de la désertification, c'est un problème mondial, c'est un problème qui nous concerne beaucoup plus en Afrique, où, en termes de cause, on peut lier ceux qui sont volontairement responsables et ceux qui sont innocemment responsables, c'est-à-dire pour ne pas dire inconsciemment responsables. C'est-à-dire, ils posent des actions humaines, mais sans savoir que cela a des conséquences, n'est-ce pas, sur notre cadre de vie. Ces populations, par exemple, qui abattent des arbres à l'effet de faire du charbon et ne prennent pas la peine, par exemple, de renouveler, de donner une nouvelle vie ou de donner vie à de nouvelles plantes, de nouveaux arbres pour que l'environnement puisse être maintenu tel que ces populations sont venues les trouver. Maintenant, il y a également ceux-là qui, comme l'a décrit tout à l'heure Herman Anyambosu, le font dans le but, je dirais, commercial. Donc, eux, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais là où le bas blesse, c'est de voir, n'est-ce pas, que ces personnes qui sont, ma foi, spécialistes de la chose, ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour renouveler. C'est-à-dire qu'on choisit un espace, on abat les arbres, on veut les exporter, on veut commercialiser, on veut transformer en ci et en ça, mais l'idée de renouveler ces arbres ne vient pas tôt. Au Bénin, par exemple, n'est-ce pas, on a parlé de 10 millions d'arbres et 10 millions d'âmes. Il y a une grosse interrogation. Que sont devenus ces plantes, n'est-ce pas, mises en terre? Ça, c'est récent, ce dont vous parlez. Oui, il y a quand même cette journée nationale de l'arbre. De cette journée nationale, pour ne pas dire ces journées. Voilà, pour ne pas dire ces journées de l'arbre. Quelle est la finalité? Quand on met en terre, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que les mairies, les arrondissements et autres sont actifs sur le terrain pour que ces arbres mis en terre, ces plants mis en terre soient entretenus? Si c'est en termes de moyens, est-ce qu'il y a une communication pour qu'un budget soit, je dirais, apprêté ou orienté dans ce sens pour que nous ayons vraiment un environnement vert et que vraiment le problème de désertification soit une histoire passée? C'est pourquoi il faut espérer que ce rendez-vous d'Abidjan en Côte d'Ivoire puisse amener les chefs d'État, comme le souhaite Herman, à véritablement s'engager. Bien de quoi on parle de COP15, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs rendez-vous, même si tout n'était pas orienté spécialement sur la désertification, mais ça fait mal de constater qu'il y a des décisions qui sont souvent prises, mais que nos différents États ne mettent pas en pratique. Pour moi, si nos chefs d'État et de gouvernement se rencontrent en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont pris la mesure de la situation et par conséquent, ils doivent prendre également des mesures, pour ne pas dire des décisions hardies qui les engagent, qui obligent la population. S'il faut faire sensibilisation, eh bien, faisons la sensibilisation dans les règles de l'art. S'il faut passer après cette phase de sensibilisation à la phase répressive, allons-y. Mais un homme, une mission, des moyens. C'est-à-dire que quoi qu'il nous parle, nous chantons chaque fois mise en terre des arbres, mise en terre des plants et autres. Il faut que nous puissions travailler à leur suite. Alors, quand on parle de désertification, on y voit tout de suite la dégradation, la perte que nous enregistrons au niveau des plantations d'arbres et bien d'autres, mais on semble oublier la dégradation des sols aussi, surtout dans les zones arides. Surtout dans les zones arides
Et semi-aride, si vous voulez. Semi-aride et puis semi-humide ou sèche. Voilà, sèche. Voilà. Ça dit c'est dû au fait des actions humaines sur ces sols-là. D'abord, il y a les feux de brousse que dans les régions où il y a assez de verdure, où il y a assez de forêt, les populations paysannes veulent faire la culture de leur terre et ils procèdent pour arranger des espaces pour la culture. Ils procèdent au feu de brousse, ce qui constitue un aspect très dégradant, dévastateur de ces sols-là. Il y a aussi la façon dont les cultures sont faites, les techniques culturelles, les produits qui sont utilisés et qui amènent et qui agissent sur sur les sols au niveau de beaucoup de régions. Et il y a plein de choses qui font que même après les cultures, quels sont les entretiens qu'on fait de ces terres qui ont servi à la production agricole. Il y a aussi, les produits dont on fait la promotion, donc les produits qu'on cultive au niveau de ces zones-là qui font que la dégradation des sols est très avancée, est très poussée. Et puis, il y a un aspect sur lequel je souhaiterais intervenir. Lorsqu'on parle de désertification et lorsqu'on nous dit le nom des présidents qui vont être présents à cette rencontre d'Abidjan, on n'y voit pas les pays de l'Afrique Nord, comme l'Algérie, où il y a le désert du Maghreb, le désert de Tamanrasset. On ne voit pas des représentants chinois, on ne voit pas non plus des représentants australiens à cette rencontre-là. On ne sent pas leur notre invité vient d'arriver en plateau. On va très rapidement l'installer pour lui permettre d'entrer dans le débat avec nous. Je rappelle que c'est Clément Coton, directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Vous avez réussi donc, je dirais, à braver la grosse embouteillage qui vous a coincé quelque part dans la grande ville de Cotonou. En tout cas, merci de répondre présent à notre invitation. Bienvenue, Clément Coton. Oui, bonjour. Merci. Nous sommes en train de parler de la désertification en Afrique avec les travaux qui se déroulent en ce moment du côté d'Abidjan. Travaux auxquels vous participez depuis Cotonou et ceci par visioconférence. Oui, effectivement. Nous essayons de nous organiser en Afrique au niveau de la société civile parce que vous savez, le problème de la désertification est un grand problème que l'Afrique est en train de rencontrer et bizarrement nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc je crois que... Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi nous crions ? Oui, mais nous sommes... On doit assumer cette responsabilité. Oui, mais il faut qu'on assume en réalité et qu'on ait le courage de se dire la vérité, de se regarder dans la glace ou bien de se mirer pour nous dire la vérité. Quand on vous parle de désertification, vous rentrez directement dans la déforestation. Quand on vous parle de désertification, c'est la pauvreté des sols. Et quand vous rentrez dans la pauvreté des sols, vous rentrez systématiquement dans les engrais chimiques, tout ça que nous utilisons. Et des produits, disons, comme le glyphosate, par exemple, qu'on utilise pour sacler. Et ça, voilà encore un autre problème, parce que quand on parle de glyphosate, c'est parce qu'on n'a plus la main-d'œuvre nécessaire pour sacler. Et quand vous parlez de cultiver les sols, pour cultiver, tous les enfants, mais vous allez dans les campagnes aujourd'hui, tous les jeunes sont immigrés peut-être vers le Nigeria, ou mais ils ont immigré en ville pour faire ZEM et tout ça. Et quand vous parlez aussi de l'urbanisation, vous voyez la déforestation qu'on organise pour pouvoir, disons, pour pouvoir urbaniser certaines zones dans certaines communes qu'on appelle la zone des nantis.
quand nous faisons du coton, d'un certain nombre de produits, vous voyez tout ce qu'on met en branle là. Donc, vous voyez, je disais qu'on est responsable et que si rien n'est fait dans les années à venir, mais c'est fini, nous n'aurons plus de forêt. Vous allez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire en souffre énormément. Des États et des États, ils sont partis de 16 millions d'États, ils ont perdu, ils sont à peine à 2 millions et quelques d'États aujourd'hui de forêt. Vous voyez, donc voilà, c'est-à-dire s'il faut on circoncie le débat et qu'on prenne le taureau par les cornes, attention, faisons l'effort d'arrêter. 1. La déforestation, ça c'est très très important. 2. Les produits que nous utilisons pour enrichir la terre, pour cultiver, essayons de trouver des produits écologiques ou bien, c'est-à-dire d'autres produits autres que ce que nous utilisons. Est-ce que ces produits existent, c'est-à-dire des produits écologiques qui n'ont pas d'effet nocif sur nos sols? Oui, il y a des expériences qui sont en train d'être faites pour voir si on en a réellement, mais pour l'état de ce que nous emblasons. C'est-à-dire pour l'état qu'il faut, quand nous faisons par exemple dans toute l'Afrique de l'Ouest, le coton que nous faisons en Afrique de l'Ouest. Oui. Vous voyez combien de tonnes d'engrais nous pouvons utiliser pour avoir ce bon coton que nous voulons, pour rentabiliser le coton tel que nous voulons. Donc il y a des questions de fond que nous ne devons pas avoir peur de poser. Alors, moi, je suis curieux, Christian Dandédian, et je vais poser cette question. Est-ce que vous pensez que cette rencontre d'Abidjan, COP 15, n'est-ce pas une rencontre de plus pour les chefs d'État et de gouvernement qui, ma foi, dans leurs États et nations respectifs, sont restés un peu les bras croisés et se réveillent aujourd'hui peut-être tardivement? Non, je crois que ce n'est pas une rencontre de plus. C'est une rencontre plutôt où on veut faire l'effort d'aborder le problème. Mais on est un peu sceptique parce que pour d'autres rencontres, il y a des décisions qui sont souvent prises, mais que les États ne mettent pas en application. Pour ne pas dire, ces chefs d'État ne se montrent pas exigeants vis-à-vis de leur population. Non, je crois que la nuance ici, ils seront obligés de mettre en application. La Côte d'Ivoire a besoin des milliards et des milliards pour essayer de remettre ses forêts en marche. Et elle veut mobiliser à travers cette rencontre, mobiliser des sous et aller vers cette reforestation, c'est-à-dire avoir une nouvelle forêt, arrêter la pression sur la forêt. Donc ici, la particularité, c'est qu'il y a l'engagement de la Côte d'Ivoire et l'engagement ferme. Et vous savez que cette rencontre a été financée par la BAD et l'Union européenne. Et s'ils ont accepté d'aller jusqu'à ce niveau, c'est que la préoccupation est capitale au niveau, ne serait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a 5000 participants venant de 187 pays. J'aime bien la description que fait notre invité de cette rencontre-là, COP, combien vous avez dit 15. COP 15. Mais je me dis en même temps que c'est trop beau ce qu'il décrit ce matin. Ce ne sont pas les tests nationaux qui manquent dans les pays. Par exemple, ici au Bénin, il y a la loi 4 sur l'environnement de 99. Article 55. Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, sont un patrimoine national qui doit être géré en tenant compte des préoccupations d'environnement, de sorte que les fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par les utilisations économiques, sociales ou récréatives. On a laissé faire. Un peu comme en Côte d'Ivoire, il y a forcément une loi qui protège l'environnement et qui même punit l'utilisation abusive et tout. Mais aujourd'hui, il est là, il nous dit non, que la Côte d'Ivoire est engagée, qu'il y a un engagement pour redorer le couvert. C'est comme si il n'y a pas de loi qui existe en Côte d'Ivoire, comme si au Bénin, comme si dans d'autres pays d'Afrique, il n'y a pas de loi interne et qu'on a dû laisser les choses se faire. Mais là, on se réveille après pour dire oui, comme nous voulons mobiliser les sous, organiser une rencontre chez nous pour avoir des milliards, mettre encore des plans en terre et après encore
laisser les délégations. Et après, maintenant, se réveiller encore pour dire nous sommes prêts, il faut qu'on. C'est bizarre. Le Bénin fait déjà un effort dans ce sens parce que vous vous rappelez ici, on avait fait un sujet sur un cas d'école au niveau de la commune d'Akoréa, précisément à l'intérieur dans l'enceinte même du collège d'Akoréa où des espèces en voie de disparition ont été mises en terre, renouvelées en quelque sorte. Et en plus de ça, là, il y a, disons, la direction générale de l'environnement et le ministère du cadre de vie qui sont en train de faire un espace au niveau de Zinvier, un espace reboisé avec les espèces rares. Ça montre déjà qu'un effort est fait dans ce sens. Ensuite, notre invité parlait d'un produit, le glyphosate. Je vais y arriver. Est-ce que c'est utilisé dans tous les pays d'Afrique? Est-ce que c'est utilisé partout, ce produit? Ça, c'est le cas. Avec Assemo, cet avis, on risque de ne pas aborder les questions telles qu'on les pose. Parce ça, que c'est le cas du Bénin. Il semble défendre que oui, des efforts sont faits. Moi, je me rappelle encore, j'ai eu l'occasion d'être dans un avion avec l'ancien ministre d'État, ici, Vukogi Nduro, qui nous a montré une forêt de la lama quelque part. C'était très reboisé. C'est devenu quoi? Il faut qu'on aille au cas par cas. J'ai cité le cas tantôt de ces pays qui ont des lois internes, mais qui les fourrent au pied. Je crois qu'il faut qu'on revienne aux lois. Voilà. Vous aviez parlé. Les lois, ça ne monte pas. Il y a beaucoup c'est-à-dire que moi, je dirais qu'en Afrique, en général, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire... Nous sommes producteurs des lois. Mais ça, on est spécialiste d'avoir les meilleures lois. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on apprenne à se regarder en face pour mieux nous soigner. Nous nous regardons en face. Voilà, non, c'est pour ça que je vous regarde en face. Donc, comme je vous l'ai dit, au Bénin, par exemple, il y a la direction de reboisement au niveau de la direction générale des forêts qui fait aujourd'hui beaucoup. C'est-à-dire, ce qui manque à beaucoup de pays africains, l'information, la sensibilisation. Je prends le cas, prenez la loi 4 telle que vous l'avez dit. Il n'y a pas cette commune au Bénin où il n'y a pas un agent des eaux et forêts et qui de très souvent, il est toujours en train de verbaliser les gens qui touchent à la forêt. Les gens qui coupent d'une manière illégale. Oui, des verbalisations qui ne découragent presque personne. Mais quand ce qui est en train d'être fait de cette manière, vous les journalistes, vous êtes informés et vous suivez. C'est ça que je parle d'information et de sensibilisation. Pour qu'on dise... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'au Bénin, les forestiers verbalisent quand vous coupez d'une manière anarchique? Les gens ne le savent pas. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que la loi cadre dit au niveau des forêts. Qui est responsable si l'information n'est pas partagée? Oui, mais c'est là où je dis, nous sommes tous, c'est-à-dire il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes tous... C'est d'abord vous les responsables parce que vous devez... écoutez, on fait ce qu'on peut. Vous voyez tout ce que j'ai eu comme dossier en embouteillage ce matin pour être avec vous. C'est hier on a pu boucler qu'on devait se voir. On se bat, on fait ce qu'on peut. Mais il faut l'élargir. Il ne faut pas qu'il y ait d'économie de vérité. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire, par exemple. Ils ont de sérieux problèmes. Il a fallu cette conférence-là pour qu'on comprenne qu'ils ne sont pas dit, je crois, les 16 millions d'hectares de forêt. Ils sont à 2 millions et quelques aujourd'hui. Oui. Mais c'est du gravissime, ça. Tu as dit qu'il y a un véritable problème. Donc la faute à l'urbanisation, la faute à la désertification, la faute à la déforestation, la faute également à la cherté de la vie. Vous voulez que je vous explique? Ouais. Protéger les forêts. Protéger les forêts. Et tout le monde est d'accord, on est unanime
sur le fait que nous devons protéger nos forêts. Aujourd'hui, beaucoup vont vers l'utilisation du gaz domestique. Vous savez, depuis plusieurs années. Mais le gaz domestique, avec l'augmentation des prix, la cherté de la vie, ça grimpe. Ils sont en train de délaisser maintenant le gaz domestique pour repartir à l'utilisation du charbon, à l'utilisation sauvage. Est-ce que là, maintenant, on n'est pas en train de pousser les exploitants forestiers à aller vers le charbon s'y couche désormais. Mais vous m'apprenez. La loi a prévu ça. Est-ce que la loi a prévu ça? Vous n'allez pas dans nos marchés. Vous n'allez pas dans nos marchés, monsieur Coton. Mais non, qu'est-ce que vous dites? Moi, je distribue des fourneaux pour arrêter l'utilisation du charbon. D'abord des fourneaux les fourneaux pour arrêter l'utilisation du charbon. Et depuis que le gaz a pris, tel que vous êtes en train de dire, ça dit ce qu'on veut, ce n'est plus ça. Ça devient le fait contraire que vous êtes en train de dire. Et le charbon... Vos fourneaux utilisent le gaz domestique. Mais oui. Donc, c'est pour vous dire, ce que vous dites est vrai. La cherté de la vie, aussi, ça ne favorise pas votre combat. Mais non, rien ne favorise un combat, naturellement. Vous ne verrez rien qui favorise un combat normal. Donc, c'est vous dire, ceux qui sont en train de quitter le gaz parce qu'il est très cher aujourd'hui, ils n'ont qu'à se mettre en conscience que, ils défendent leur poche, mais en temps, ils créent d'autres fléaux qui va les rattraper demain. Parce que l'environnement, si nous ne faisons rien, dans 20 ans, dans 50 ans, mais vous ne pouvez rien laisser à vos enfants. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on en parle comme si c'était... un jeu d'enfant. Oui, mais pas du tout. Ça devient catastrophique, ce qui se... Vous avez vu le rapport du GIEC? Si dans 3 ans, rien n'est fait pour atténuer un temps soit peu les gaz à effet de serre, mais on est foutu complètement. Donc, il faut que nos populations sachent que... qui doit faire quelque chose. Si rien n'est fait... Tous nous devons faire quelque chose. Il faut qu'on s'implique et il faut qu'on associe les journalistes que vous êtes et dans toutes les langues. C'est-à-dire que le combat, le problème devient très très sérieux. Si vous voyez que la Côte d'Ivoire veut mobiliser 600 millions à $1 milliard pour régler ce problème-là. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Donc, ce que je dis, et je le dis très souvent, responsabilisons-nous. Ne voyons plus le problème comme le problème des autres, ou le problème des gouvernants, ou le problème de l'exécutif. C'est le problème de nous tous. Moi, je vois un peu la chose autrement. Peut-être que les gens qui sont très riches, comme il y a des découvertes qui se font pour savoir si la vie est possible sur Mars, Saturne, Pluton, Neptune et consorts, peut-être qu'ils se disent que quand ça va se dégrader totalement sur Terre, vous allez vous élever et aller rester là-bas. Peut-être que ça fait que... comme il a dit avant votre arrivée, c'est que les pays qui sont premiers, qui sont spécialistes dans la désertification, dans la pollution, ils ne s'occupent même pas de vos copains et de vos aussi de ça. Ils se disent, bon, ils n'ont qu'à en parler, pendant ce temps, on continue de détruire ici. Bon, parce qu'après, on pourra s'envoler et aller rester... Non, ces pays même vont être rattrapés. Je vais vous donner un exemple simple. Le président américain actuel, Joe Biden, quand il faisait campagne, il a dit qu'il ne va plus autoriser les permis d'exploitation du pétrole. Quand il a pris le pouvoir, il a commencé par autoriser et Greenpeace s'en est dit et il dit, pour se justifier, c'est le silence. Mais malheureusement, quand on exploite le pétrole, les gaz à effet de serre, toutes les conséquences vont vers tous les Américains, un peu partout dans le monde. C'est comme l'oiseau qui appelle la pluie. Il sera mouillé, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pour ça que je dis d'une manière permanente, comme vous êtes en train de dire, personne n'a nulle part à aller. Ne vous leurrez pas. Que vous soyez nanti ou pas, vous allez rester sur cette planète-là. Et vous allez subir. Nanti ou pas nanti. D'accord, quelle est la solution pour régler tout ça? La solution? Les tests, les COP. La tête.
la solution, appliquons les tests. Nous devons nous interpeller tous. Et on devrait... les mêmes qui votent les tests, ce sont les mêmes qui ont des exploitations forestières, des entreprises, des usines qui exploitent les forêts, qui dégradent l'environnement. On ne se coupe pas. Si vous coupez, on vous applique les tests. Il n'y a pas de choses là. Mais il faut que tout le monde se sente concerné. Parce que le problème, c'est que le problème de l'environnement, c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a certains pays du Nord où aujourd'hui, mais on a demandé de mobiliser 100 millions de dollars pour la COP 15 quand on était allé à Paris. Juste aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre l'objectif. Et qui sont ceux qui vont payer? C'est ceux qui sont les pays les plus nantis. Mais, quand le rapport du JET est sorti, en nous donnant 3 ans, mais tous les présidents, la plupart des présidents européens ont commencé par s'interpeller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils finiront par mettre la main à la porte. Sinon, là où ça va, l'oiseau là qui a appelé la pluie, il sera mouillé jusqu'aux os. C'est clair. Donc, c'est un problème de conscience. C'est-à-dire, moi, je vous le dis dans tous les débats que je mène avec vous, je dis, il faut qu'on se mette en idée que nous sommes tous concernés. Est-ce qu'il faut parler maintenant avec les tests que nous avons? Est-ce qu'il ne faut pas envisager la phase répressive? On a suffisamment, ma foi, sensibilisé les gens, leur expliquer ce qu'il faut, mais apparemment, ça n'a pas touché leur cœur. Est-ce qu'il ne faut pas leur tirer les oreilles à l'effet de les... Ah non, la phase économique n'a pas de cœur. Voilà. Vous le touchez quel cœur? Non, la phase répressive existe si les forestiers verbalisent. De plus en plus. Ça existe. Le mouvement, c'est que le citoyen a un problème de fond. C'est comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il a ces besoins-là, et il dit, c'est ça ou rien que j'ai en face de moi, je préfère qu'on me verbalise ou bien qu'on me... on écrit sur le interdit d'uriner ici, amende 5 000, vous allez vous uriner parce que vous dites avoir les 5 000 francs d'amende à payer. Merci, oui, merci au mot. Monsieur Coton, que peut-on faire en 8 ans? Parce que cette COP 15 vise 2030 pour restaurer 1 milliard d'hectares dans le monde et 100 millions du moins d'hectares de terres arides en Afrique, dont le désert de Ténéré, le désert de Tamanrasset. Que peut-on faire en 8 ans restants pour combattre la désertification et la déforestation? Non, moi je crois qu'il y a espoir, et la première chose la plus urgente, c'est de tout faire par tous les moyens pour arrêter la déforestation. C'est-à-dire couper les arbres là. C'est-à-dire il faut qu'on mette les moyens pour le faire. La Côte d'Ivoire depuis 2020, je crois, ils ont engagé au moins 650 brigadiers qui surveillent les forêts. Si tu coupes, on te sanctionne. Est-ce que ça fonctionne très bien? Mais c'est déjà un début de commencement. C'est-à-dire des brigadiers spécialisés dans la surveillance des forêts. Et ils ont mis des milliards pour restaurer ce qui a été fait sur les 5 ans à venir. Donc déjà, arrêtons de couper. Et dans tous les sens, c'est-à-dire arrêtons de couper pour nos consommations locales, le feu de bois, les charbons de bois, tout ce que vous voulez, et les constructions et autres. Et aussi, quand nous voulons urbaniser, il faut qu'on ait de l'urbanisation qui suit réellement. Quand on prend une zone, vous allez dans certaines communes aujourd'hui, on prend toute une zone à urbaniser. Je crois bien que on prévoit toute une autre zone où on plante en même temps pour ce qui est détruit. Il y a le verdissement. Voilà. Il n'y a souvent pas de survie.
Et il n'y a pas, oui, mais il n'y a pas de suivi. Si on arrive peut-être dans la logique des brigadiers pour surveiller les forêts, peut-être, on peut en arriver, enfin, on peut trouver un peu de... serait possible si vous étiez associé au plan de développement communal, à l'élaboration de ces plans, parce que désormais les gens parlent de génération 3e, 4e, 5e génération, qui ne prévoit pas forcément ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'on se met là, on fait le plan, il faut lotir. Il faut, parce que justement, c'est que dans ça, il y a beaucoup de sous qui sont engrangés par les communes. Je pense qu'il faut faire un plaidoyer dans ce sens pour que dans les communes, qu'on puisse prévoir des zones qu'on ne doit pas toucher. Vous allez commencer par exemple vous avez des zones où quand vous touchez à un seul arbre, le maire peut vous interpeller, ou il y a des gens là qui vous interpellent, qui disent attention, ne faites pas ça. Il y a d'autres zones où... Oui, il y a des forêts sacrées qui ne sont plus totalement sacrées. Non, pas du tout. Qui ont déjà cessé d'être forêts. Et bon, ils ne sont plus totalement sacrés. C'est dit, je crois qu'il faut aussi associer les élus. Et eux-mêmes, ils déterminent. Il y a certaines communes aujourd'hui, ils ont leur zone forestière. Et quand ils prennent l'engagement de lotir une zone, ils trouvent d'abord là où ils vont replanter avant de commencer. Donc, il y a des communes qui le font. Mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager à tous les niveaux. Et aussi, il y a un autre débat de fond qui se pose quand vous prenez par exemple les vendeurs de charbon. Quand on leur a dit de laisser tomber le charbon, il faut leur trouver des activités génératives de revenus. La bonne dame dit, j'ai 5 enfants. C'est ce charbon-là qui me permet d'envoyer les 5 enfants à l'école, de les nourrir, de faire ceci, de faire cela. Donc, vous savez, à tous les niveaux, il y a des problèmes qu'il faut gérer. C'est ça la société en réalité. Quand on pense qu'on va vers la solution finale, mais c'est faux. Il y a d'autres problèmes qui sont créés autour. Et que vous commencez par dire tout à l'heure la cherté de la vie aujourd'hui, du coût du gaz aujourd'hui, où la bouteille de 12 kilos, je crois, est déjà à 10 000. Bon, alors, et les gens se disent, bon, ben, j'ai pas 10 000, bon, allez voir la vendeuse du charbon d'à côté. Avec un sac de charbon. Un sac de charbon. Malheureusement, le sac de charbon est aussi à 8 000 ou à 9 000 maintenant. Oui. Donc, ça apporte le gaz. Donc, en réalité, vous n'avez pas réellement de gagné ou gaz quoi. Ça dure. Merci beaucoup. Mais le charbon ne dure pas réellement. Parce qu'on n'a plus d'arbres. On n'a plus le charbon qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez, on le met pour préparer. Ça, c'est vite en quelques secondes et c'est fini. Puisqu'il n'y a plus de vrais arbres. Tout est déjà coupé. Les rats qu'on a, c'est des abus, c'est des petits trucs. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment un véritable problème. Merci. Mais il faut se conscientiser. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Cotan. J'avais programmé qu'on aborde ce sujet, mais le débat sur la désertification a pris tout le temps. L'autre solution pour barrer la voie à l'insécurité foncière, eh bien, le gouvernement l'a trouvé. Je ne sais pas si c'est la solution efficace, mais en Conseil des ministres hier, un peu comme la criette pour réprimer les infractions économiques et le terrorisme, le gouvernement envisage de créer une cour spéciale des affaires foncières et les choses vont très vite puisque le projet de loi est transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Herman à Liambossou, on verra lundi ou mardi, on reviendra sur le sujet. Ah oui, ce serait parce que il faut réserver du temps pour ce sujet. C'est très intéressant. C'est un sujet intéressant. Un peu comme la criette, on aura une CESAF, la cour spéciale des affaires foncières. On verra bien de quoi cela retourne. Alors, une cour spéciale des affaires foncières pour s'occuper des affaires foncières, des affaires domaniales, c'est aussi une solution pour lutter contre la dégradation des sols et puis pourquoi pas, pourquoi pas, c'est une solution parmi tant d'autres. Quand on branche toutes les terres, c'est fini, c'est une solution parmi tant d'autres. Et je crois que
dans ce schéma, vous verrez l'environnement va apparaître d'une manière soit d'une autre. C'est clair. Je sais que vous allez trouver... Parce que ceux qui morcellent les réserves administratives, il y avait des plans, des arbres, ils groupent, ils continuent. Bon, malgré que c'est pas eux, mais ils morcellent. C'est clair. Et ça continue. Donc, le débat ne leur appartient pas. C'est ça. Les arbres. Et la terre, les terres. Et puis sous prétexte qu'on a découvert un hibou sur un arbre là, on met le feu à l'arbre et puis comme vous l'avez dit, la direction forestière est là pour intervenir quand on les sollicite. Il faut d'abord les solliciter. Alors que ça devrait être une intervention. En ce moment, la direction générale, tel que ça fonctionne, ils sont en contact permanent avec les chefs quartiers, les chefs de village. Donc, l'information circule. Peut-être devrait-on leur trouver un numéro vert aussi. Oui, pourquoi pas. Le cas que j'ai suivi, c'est un Baba Ouida auquel les gens ont mis feu. Il a fallu que le chef de la collectivité se déplace pour que les forestiers interviennent. Alors même que s'il n'avait pas été ce feu-là, l'arbre serait parti en fumée. Pourquoi est-ce que systématiquement quand on voit qu'est-ce qu'on reprochait à l'arbre? Non, on dit que... Quel hibou? On dit que ces feux salissent un peu trop le sol. Non, vous n'allez pas dire ça, vous aussi. Moi, je crois que c'est un hibou. Ça n'est passé à Fonsrave. C'est mon quartier. Oubliez ça, on va quitter. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous, Assiomo Kayasyomo. Merci, Wakabalika. Merci. Toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Allez, on va faire le point de l'actualité avec la revue de presse de Narcisse Alosser. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, le gouvernement annonce la création d'une cour spéciale pour statuer sur les conflits domaniaux. La décision a été prise hier en Conseil des ministres et les journaux en parlent ce matin. Pour mettre fin à l'insécurité foncière, Patrice Talon crée bientôt une cour spéciale des affaires foncières, titre le journal La Boussole à sa 2 de 1. À en croire mes confrères, le projet de création de cette cour vient d'être transmis à l'Assemblée nationale. Dans le relevé du Conseil des ministres, publié par tous les journaux ou presque, le gouvernement justifie cette décision par l'insistance de la problématique de l'insécurité foncière, malgré les innovations apportées au code foncier et domanial, notamment en matière de gestion du contentieux. Commentant cette décision, le quotidien Le Matinal lui trouve qu'avec la création de cette cour spéciale des affaires foncières, Patrice Talon resserre l'étau autour de la mafia foncière. Le quotidien Fraternité lui fait un plein feu sur cet organe et nous apprend qu'il aura la même enseigne juridique que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, et recevra des géomètres véreux et tout individu impliqué dans un litige domanial. Du coup, les mafieux fonciers ou domaniaux ont des jours sombres devant eux, insiste le journal, pour lequel la Cour spéciale des affaires foncières est une lourde artillerie contre la mafia foncière au Bénin. En tout cas, la création de cette cour est une démarche à qualité du gouvernement, écrit en gros titre le quotidien Fraternité, qui a donné la parole au juriste et expert en foncier Xavier Zola. Et l'homme déclare à propos de la création de cette cour que l'État veut reprendre en main la gestion du foncier. Le même sujet fait la manchette du quotidien La Nation. Et pour la publication, cette cour spéciale des affaires foncières est le chaînon manquant dans l'arsenal juridique déjà en place pour le règlement des litiges domaniaux. Tout comme cette décision de la création de la Cour spéciale des affaires foncières, il a été aussi question au cours de ce conclave hebdomadaire des membres de l'exécutif du cadre juridique autour du dialogue social au Bénin. Ici, les journaux nous apprennent que les décrets relatifs à la représentation des 3 centrales confédérations syndicales les plus représentatives et des 2 organisations d'employeurs ont été adoptés. Syndicats au patronat, la relecture des tests de fonctionnement adoptés, peut-on lire à la 2 de 1 du quotidien Fraternité. Une adoption qui visiblement réjouit Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération syndicale des organisations indépendantes COSI Bénin. Nous l'avons réclamé et c'est fait. Il faut saluer cette décision à sa juste valeur, a déclaré l'homme dans les colonnes de Fraternité. Dans la suite, ce matin, le quotidien matinal nous emmène à l'université d'Abomey-Calavi et nous apprend que les étudiants ont fait un mouvement d'humeur hier mercredi.
À l'origine, renseigne mon confrère, la qualité du transport universitaire en proie à des dysfonctionnements. Du coup, les étudiants ont donné de la voix hier mercredi. Transport universitaire à Boumé-Calavi, le ras-le-bol des étudiants affiche en manchette le matinal pour qui le Centre des œuvres universitaires et sociales indexé a rassuré les uns et les autres. Le journal nous rappelle que le transport universitaire suspendu entre-temps pour cause des pénuries de gasoil a repris depuis le 21 mars dernier. Le quotidien Matin Libre lui consacre son gros titre à l'exercice de pose de sabots aux véhicules. Le journal croit savoir que le phénomène connaît un abus à Cotonou et les usagers s'en indignent. Cotonou, la pose tous azimuts de sabots agace, titre mon confrère pour qui les autorités font de la rétention de l'information et épinglent innocemment les citoyens. Du coup, des administrés crient à l'injustice, pointe le quotidien Matin Libre. Le même journal nous apprend qu'à Diakotomé, dans le département du Koufo, 3 élèves accusés de viol sur mineurs ont été mis en garde à vue. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité du sport, notamment le taekwondo, les journaux nous informent de la tenue de l'Open international de la Ligue dans sa première édition. Et à en croire mes confrères, l'événement a lieu à Djougou du 13 au 15 mai prochain. Au total, précisent les publications, 300 athlètes sont attendus et viendront du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, du Togo et du Bénin. Première édition de l'Open international de la Ligue. Djougou, la capitale de la sous-région du taekwondo, titre le quotidien Matin Libre et Fraternité. Et justement pour Fraternité, c'est la renaissance du taekwondo béninois qui se profile petitement. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Dans quelques petites secondes, il sera 9h partout au Bénin. Chez vous, c'était Actu Matin, c'est la fin. Merci à chacun et à tous de votre attention et merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés dans la réalisation et la présentation de cette matinale. Demain, vendredi, plateau relax avec le sujet fait de société. Vous avez également la possibilité de participer au débat. Merci à chacun et à tous. Très bonne journée du jeudi. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.